Bonjour à tous, je suis Flamendra, coach de vie et je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Savoure la vie. Si tu cherches à faire la paix avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit, tu es au bon endroit. Ici, seul ou accompagné, mes invités et moi allons te partager des réflexions puissantes et profondes pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ce faire, nous aborderons les thèmes du rapport au corps, à la nourriture, mais aussi de l'état d'esprit et du regard sur le monde. Ensemble, nous allons ouvrir le champ des possibles pour que tu puisses te sentir libre et pleinement épanoui dans ta vie. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue dans le podcast. Alors aujourd'hui, je suis avec Camille. Hello Camille, je suis contente de te recevoir. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas dans un premier temps? Alors avec grand plaisir, je suis très contente d'être là avec toi aujourd'hui, Flamendra. C'est vraiment, comme on se l'est dit dans la petite discussion avant, je suis très contente que tu m'aies ouvert la porte pour parler de ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc je m'appelle Camille, j'ai 32 ans, j'habite en Suisse, dans un petit village à côté de Lausanne, et comme métier, je suis thérapeute et artiste. Je fais de la pose de voix. En fait, je suis chanteuse et comédienne et je fais principalement de la pose de voix pour du documentaire, de la publicité. Peut-être aussi, quelque chose d'important à dire, c'est que comme thérapeute, j'accompagne les femmes sur leur chemin dans une perspective de réclamer notre pouvoir et de se connecter à nos tripes. Donc de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, enfin, vraiment revenir à cet essentiel-là ensemble, avec une vision de sororité, donc d'y aller ensemble et beaucoup d'espace collectif que je propose aussi. Tu emploies des mots hyper puissants, le mot sororité qui résonne fort en moi. Je trouve que c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert en toute transparence il n'y a pas très longtemps. Tu vois, ce terme de sororité. En plus, on en parlera peut-être, mais dans les troubles alimentaires, il y a quand même une notion de compétition au niveau du corps, mais pas que. Mhm. Et j'adore comment tu présentes ce que tu fais. On sent que ça te tient à cœur. Tu vois, ce côté de les tripes, là, ça te prend au Ouais. tripes quand on parle, justement. Et donc, tu disais en off que tu accompagnais aussi les personnes sur le sujet des TCA, et c'est aussi ce pourquoi on discute aujourd'hui. Donc, est-ce que tu pourrais nous partager ton parcours pour qu'on en sache un petit peu plus et éventuellement comment tu t'en es sorti, les grandes étapes? Ouais, avec grand plaisir. Alors, je vais essayer de ne pas avoir un biais rétrospectif. Donc, je vais essayer vraiment de dire comment je ressentais les choses sur le moment. Parce que, en fait, pendant toutes les premières années où j'avais des troubles du comportement alimentaire, j'en étais déjà, pas du tout consciente, et deux, je trouvais mon comportement normal. Pour moi, être au régime tout le temps, c'était normal, quoi. Enfin, c'était pas, il n'y avait pas de problème. Donc voilà, ça a commencé quand j'avais 13 ans. Quand j'avais 13 ans, j'ai commencé à faire une thérapie où mes parents avaient, pour mon plus grand bonheur, trouvé un thérapeute qui potentiellement pouvait m'aider à ne plus avoir d'allergie aux animaux. Donc, nécessaire de revenir en arrière, quand j'avais 8 ans, on a découvert que j'étais allergique aux chats, aux chiens, aux chevaux, et j'ai dû donner mes chats, enfin donner les chats qui vivaient à la maison. Et ça a été un deuil vraiment horrible pour moi. Ce truc-là, c'était affreux. Donc j'ai mis, je pense, que je l'ai bien mis sous le tapis, mais encore aujourd'hui, je m'en remets pas. Je peux pas imaginer que plus jamais je pourrais avoir cohabité avec des animaux. Voilà. Et donc à 13 ans, mes parents ont trouvé ce thérapeute où visiblement il y avait des résultats et moi, il n'a pas fallu me convaincre. Enfin, j'étais tout de suite prête à y aller et à faire ce qu'il fallait faire. Alors c'était une thérapie pas très contraignante. Enfin, du coup, c'est ce que je croyais, mais je me rends compte maintenant de la catastrophe.
Euh, En fait, la seule chose que je devais faire, hormis les séances où je savais pas trop ce qu'il faisait, mais en gros, il me touchait la jambe, ensuite il me touchait l'oreille. Il y avait aussi des points d'acupressure, mais voilà. Sinon, la seule chose que je devais faire à la maison, c'était non plus manger au repas, mais manger ce que je voulais, quand je voulais. Et ça, je l'ai bien compris. Je l'ai très bien compris. Et du coup, j'étais très contente de pouvoir dire à ma maman, non, 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 là, j'ai envie de manger des biscuits au chocolat, donc je vais les manger. Sauf que, d'une façon ou d'une autre, j'étais pas du tout, enfin, pour une raison ou une autre, où j'ai des pistes, mais peut-être que j'aurai encore d'autres pistes et que ça va s'approfondir au fil de ma vie. Mais à ce moment-là, j'étais pas à l'écoute de mon corps, j'étais pas consciente de ce que ça voulait dire manger quand j'ai faim. Pour moi, j'avais tout le temps faim. Donc, je mangeais tout ce qui me passait par la main, si possible des biscuits ou des choses sucrées. Et voilà. Il est advenu que j'ai pris 10 kilos en quelques mois, à 13 ans. Bon, voilà. Pas forcément de quoi en faire toute une histoire, mais n'empêche que mes parents étaient très en colère contre ce thérapeute et très alertés aussi parce que bah, c'est pas normal de prendre du poids comme ça en quelques mois, euh, d'autant que ça m'était jamais arrivé avant. Donc à ce moment-là, on a arrêté cette thérapie qui, soit dit en passant, n'avait rien donné et ma maman s'est dit je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. En plus, elle avait ce point de conscience de, à 13 ans, en tant que jeune fille, on rentre dans l'adolescence et elle voulait vraiment que mon poids se régule. Pour moi, par bienveillance et avec tout son amour. Donc, elle a trouvé une solution qui a été de mettre en place une alimentation basée sur Weight Watcher, régime qu'elle avait testé. C'était dans les années 2000, hein, donc c'était voilà, c'était le truc à faire, c'était les régimes, enfin voilà. Donc du coup, voilà, toute l'alimentation que je mangeais, c'était basé sur Weight Watcher, donc très peu de sucre, quand même des féculents, mais voilà, et le moins de gras possible. Par contre, je mangeais en quantité, ça, il n'y avait pas de souci. Pour elle, c'était fondamental de ne pas me poser une restriction en tant que telle, mais en réalité, il y avait une grande restriction en termes de qualité d'aliments. Du coup, j'ai perdu 10 kilos en quelque chose comme 3 mois. Donc, tout était, entre guillemets, rentré dans l'ordre, sauf que cette base Weight Watcher est restée comme une espèce de voile dormant et invisible sur mon alimentation toute mon adolescence, jusqu'à ce que je parte de chez mes parents. Et en fait, j'ai mis en place à ce moment-là un système où j'étais pas du tout consciente du truc. Maintenant, je le vois gros comme une maison. Tous les samedis, je m'autorisais à manger tout et n'importe quoi en termes de qualité. Je cachais quand même pas mal à mes parents ce que j'allais manger, donc je profitais d'être adolescente et du coup de pas être toujours à la maison pour pouvoir aller manger des choses grasses et sucrées. Euh, et, euh, et le dimanche, j'essayais de faire une balance et je mangeais en gros que des légumes et je m'autorisais, je crois, le poulet et les poissons peu gras. Et je trouvais ça parfaitement normal. Donc la semaine, je mangeais du Weight Watcher. Le samedi, je me lâchais complètement jusqu'à en avoir mal au ventre et avoir envie de vomir. Je faisais vraiment de l'hyperphagie, donc je me suis jamais fait vomir. Je pense que je savais que si je le faisais, ça sous-entendait qu'il y avait un problème. En tout cas, je l'ai jamais fait. Et puis le dimanche, bah, c'était légumes et poulet. En gros. Donc voilà, ça s'est passé, franchement, ça a été ma vie pendant de 14 à 20 ans, c'était ça mon rythme alimentaire. Je voyais pas de problème à ça, voilà. Et à 21 ans, je suis partie de la maison pour aller étudier à l'université de Lausanne, du coup. Et là, c'était le drame. Je me suis mise en coloc. Il n'y avait plus le cadre alimentaire de chez mes parents. Et on va dire que c'est là que le trouble alimentaire s'est révélé.
Et peut-être j'ai envie aussi de dire le trouble du comportement alimentaire, hein, parce que c'est vraiment important pour moi de bien souligner que l'alimentation, c'est vraiment le haut de l'iceberg, mais c'est vraiment toute la question du comportement qui est importante à regarder. Alors, je pourrais continuer comme ça pendant des heures pour la suite. Est-ce que tu as des questions jusque-là ou... En fait, dans ce que tu partages, déjà merci vraiment d'en parler. J'aime bien comment tu abordes ça. Ce que je retiens, c'est que tu avais vraiment en fait un comportement troublé déjà à la nourriture, mais tu pensais que c'était normal parce que tu étais resté dans le cadre familial et c'est au moment où tu en es sorti où finalement là, il y a eu comme une espèce de révélation de ah bah non, en fait, c'est pas normal. Et moi, c'est ça qui me, entre guillemets, fascine. Et ce que je dis Mhm. aussi souvent aux personnes que j'accompagne, c'est que l'humain est vraiment un être très adaptatif. Et on peut s'adapter au pire truc de la life. Moi, je Ouais. le vois, là, par exemple, je pense à un de mes clients. Voilà, j'aime mes clients de tout mon cœur. Mais j'ai tellement de prise de recul que quand il me parle, je me rends vraiment compte qu'il est conditionné et qu'il voit pas, en fait, qu'il y a des soucis, entre guillemets, quoi. Et bah, moi, j'étais vraiment comme toi dans le sens où, à force, au bout d'un moment, j'étais rentrée dans une forme de c'est comme ça et c'est pas autrement. Limite, c'était même une prison. Je me disais que il n'y avait pas d'autre façon de faire. Mhm. Et c'était mon esprit n'imaginait même pas d'autre façon de faire. Donc, moi, je suis curieuse de savoir la suite. Du coup, comment ça s'est passé euh, pour toi, en fait, après ça. Ouais. Ouais. Oui, eh bien, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le fait de plus avoir ce cadre alimentaire où j'étais totalement maîtresse de mon alimentation, euh, a fait en sorte, et je suis vraiment reconnaissante aujourd'hui parce que j'avais 21 ans, donc euh, ouais, c'était, comment dire, relativement tôt, même si en fait il n'y a pas d'âge pour rien de ça, mais je suis vraiment reconnaissante aujourd'hui que ça se soit déclaré euh, assez vite. J'ai tout de suite, quand je suis rentrée dans cette coloc, euh, commencé à avoir des compulsions alimentaires nocturnes. Donc je me réveillais au milieu de la nuit avec une sensation que si je ne mangeais pas, j'allais mourir. Et du coup, il fallait que je mange. J'avais très peur de grossir. Donc, je n'avais pas d'alimentation adaptée à mes besoins compulsifs du moment. Par contre, mes colocs, si. Donc, c'est là que j'ai commencé à voler de la nourriture. Et bon, bah voilà, tu le sais, peut-être que tes auditeurs, tes auditrices le savent aussi. En général, on va pas voler un paquet de biscuits. On va voler un biscuit dans ce paquet, un truc là, un truc là, voilà. Sauf que, ben, assez rapidement, une de mes colocs qui était, euh, comment dire, très rigoureuse, est venue en me disant, écoute, c'est pas un problème si t'en prends une fois, mais là, ça va pas du tout. Enfin, qu'est-ce qui te prend? Et moi, en fait, à ce moment-là, j'étais totalement dans le tabou. Euh, Pas dans le déni parce que c'était toutes les nuits, donc je pouvais que le voir qu'il y avait un problème. Mais j'étais totalement dans le tabou et je n'ai pas su lui expliquer ce qui se passait. Donc je lui ai dit, écoute, je suis vraiment désolée, j'irai t'en acheter. J'ai pris conscience que je devais acheter des aliments qui me convenaient pour les compulsions. Et donc j'ai commencé à moi-même acheter ce genre de choses. Et en même temps, je ne pouvais pas le supporter. Donc je demandais à mes colocs qu'on partage et qu'on mette dans le même récipient, comme pour essayer de trouver des solutions et que ça soit pas trop visible pour moi-même, en fait, qui perdait complètement pied vis-à-vis de ça. Peut-être qu'il y a un paramètre qui est important de dire ici aussi, c'est que de 19 à 21 ans, j'ai fait du mannequinat. Et du coup, j'avais l'habitude de me mesurer, de prendre mes mensurations, et en rentrant dans l'agence dans laquelle j'étais, on m'avait bien dit, il faut perdre là, euh, il faut perdre là, il faut faire des gommages. À midi, c'est important que tu manges de la salade. Enfin, vraiment, j'ai été quand même conditionnée aussi à ce truc-là, avec une forme de recul, avec des parents, pour le coup, très derrière moi, qui
vérifiait que je mange, et puis moi qui étais pas encore au fait que j'avais des troubles du comportement alimentaire. Donc pour moi, voilà, j'étais juste un peu en train d'essayer d'être bien physiquement, mais c'est tout. Donc bref, ce contexte-là, en plus, je reviens à la coloc, je volais de la nourriture, j'ai commencé à acheter, j'avais des compulsions nocturnes toutes les nuits, je prenais du poids, style 2 kilos par semaine, et je savais plus quoi faire. Et vraiment, je suis très reconnaissante que ça ait été, que ça ait atteint ce paroxysme de toutes les nuits, prendre du poids, de perdre pied, parce que c'est ça qui m'a permis de me réveiller et de me rendre compte que je pouvais pas gérer le truc toute seule. Parce que ça, je sais que je t'ai entendu le dire aussi, mais quand on est là-dedans, on se dit non mais c'est bon, enfin c'est pas, je dois bien pouvoir y arriver. J'ai été jusqu'au stade où je m'enfermais dans ma chambre la nuit, où j'allais cacher la clé dans un endroit vraiment difficile à atteindre. Quand je me réveillais, je faisais tout un micmac pour aller rechercher la clé. Enfin, c'est un sketch. Et, euh, et voilà. Et donc, un jour, ça faisait, je pense, 6 mois que j'étais dans ce cas de figure. J'avais pris du coup 12 kilos. Et un jour, mon papa, et là j'y vois un gros clin d'œil aussi, hein. C'est pas anodin que ce soit pas ma maman, mais bien mon papa qui intervient, parce que pour moi, quand c'est ma maman qui intervient, voilà, c'est un peu situation normale, mais quand c'est mon papa qui intervient, ça veut dire que vraiment, il est temps, ça bouge. Et donc, il est venu en me disant, voilà, j'ai entendu parler d'une femme. Et du coup, j'ai envie de la nommer sur ce podcast parce que vraiment, ça a été la fée qui m'a permis de sortir de cet enfer et de cet enfermement, qui s'appelle donc Flavia Zumbar. Et j'ai eu cette chance inouïe que la première interlocutrice en face de qui je me trouve soit la bonne. Avant d'aller dans cette suite de l'histoire, peut-être aussi une chose que j'aimerais dire, c'est que comme j'avais ces compulsions nocturnes et que je prenais du poids, j'ai essayé de contrebalancer pendant tous ces mois. Donc je mangeais que des légumes le lendemain, et je faisais du sport à outrance. Donc d'abord 4 jours par semaine, puis 5, puis 6. Je me laissais un jour de pause en me disant que peut-être il fallait que je récupère. Mais enfin voilà, donc on en était là dans ma façon de gérer cette situation. Et du coup, comment ça a impacté ta vie au niveau familial? Donc, je comprends que tes parents ont été au courant à un moment donné. Ouais, Et même dans, je sais pas si tu as envie de partager ton niveau relationnel, tes colocs, enfin, ouais, tout ça, quoi. Comment ça a impacté? ouais. Alors j'ai une communication extrêmement fluide et récurrente avec ma maman. Donc ma maman a très vite été mise au courant. Et je lui ai dit, parle-en à papa aussi. Enfin, c'était vraiment important pour moi que mes parents soient au courant que ça allait pas. Euh, et je pense que mes parents, comme moi, on n'était pas conscients de la gravité au début. Donc même ma maman me disait, mais tu sais, je pense que c'est un peu comme arrêter de fumer. Peut-être qu'il y a moyen d'appliquer le schéma d'arrêter de fumer à ça. Et en fait, ben, on se rendait vite compte que la difficulté, c'est que la nourriture, tu peux pas l'arrêter. Enfin, c'est c'est pas une bonne idée en tout cas. Donc, euh, donc voilà, ça c'était vis-à-vis de mes parents. Vis-à-vis de mes colocs, elles, elles étaient pas au courant, elles comprenaient pas trop ce qui se passait, mais voilà, en gros, elles étaient d'accord de partager la nourriture du moment que j'achetais, et c'est passé un peu comme ça. Il faut dire que c'était pour moi la première année d'université, donc tout était nouveau, c'était un grand chamboulement, un nouveau rythme d'apprentissage. Alors là, je sais qu'il y a des différences entre les pays francophones, hein, c'est pas tout à fait le même système, mais en tout cas en Suisse, euh, euh, en rentrant à l'université, le rythme d'apprentissage, ça n'a rien à voir. Ça demande quand même beaucoup plus. Et voilà, à cette époque-là, je faisais aussi du théâtre à fond, donc il y avait vraiment tout était nouveau.
Et je pense que cette espèce de brouhaha, ou même mes groupes d'amis, tout était nouveau, a fait que personne voyait trop. Personne n'était trop, c'était pas très visible en fait ce qui était en train de se passer. Euh, j'ai eu à ce moment-là une relation amoureuse qui a duré 2 ans. Et alors pour le coup, j'étais vraiment, encore une fois, chanceuse et bien entourée parce que c'est quelqu'un qui a toujours été très soutenant et qui me trouvait très belle, même plus belle avec 12 kilos de plus. Enfin, voilà, donc à ce niveau-là, vraiment, je suis très reconnaissante parce que lui, il était. Alors, il voyait pas du tout non plus hein, la gravité. Il- ça lui passait à des kilomètres, il comprenait pas trop ce qui se passait, mais par contre, lui, il me trouvait belle. Enfin, voilà, pas de problème à ce niveau-là. Et peut-être, ce qui me vient, c'est qu'il y a eu une fois une amie qui m'a dit j'ai une question à te poser. Elle est indiscrète, mais est-ce que je peux te la poser? Je lui ai dit oui. Elle m'a dit, je vois, enfin, il me semble que tu as pris du poids. Et ça, en fait, ça a été magnifique parce que elle m'a posé cette question quand j'avais commencé l'accompagnement avec Flavia. Donc, je commençais gentiment à ouvrir la boîte de Pandore et à voir tout ce qu'il y avait dedans. Et ça m'a permis de commencer à péter les tabous. Et j'ai pu lui dire. Et cette amie, en face de moi, m'a dit, en fait, ce que tu es en train de décrire, c'est ce que je vis. Je savais même pas que c'était pas normal. Donc elle m'a dit bah, merci d'en parler. Est-ce que je peux avoir le contact de cette femme? Et du coup voilà, ça a été pour moi une révélation de me rendre compte à quel point il y avait un tabou. Bon, c'était il y a 10 ans en arrière. Hein, il y avait un tabou monstrueux sur ça et à quel point c'était nécessaire de dire. Et je suis curieuse de savoir, tu parles de Flavia, donc déjà merci de partager son nom. On sent hein, que c'est une femme qui a beaucoup compté pour toi et c'est Mhm. beau, vraiment ce genre de connexion et que tu aies pu la croiser. Mais moi je dis toujours, c'est mon côté philosophique, les gens, les bouquins qui sont sur ton chemin ne sont jamais là par hasard, ils sont toujours là, souvent au bon moment, au bon endroit. Parfois c'est juste que tu les vois pas et ils sont là, puis ils reviennent et puis tu sais, la vie elle fait en sorte que ça se présente à toi. Ma question, c'est qu'est-ce qui t'a fait passer du coup du mode de c'est pas si grave, parce qu'il y a beaucoup ça, hein, vraiment, ce Ouais, côté de t'as l'impression que c'est normal ou tu minimises, tu sais, tu te dis non, mais c'est pas si grave, ou bon, bah en fait, j'ai pas le choix, ouais, bah je peux vivre ça toute ma vie, c'est pas si horrible. ouais, Ah, en fait, si c'est grave, putain, et il faut vraiment que je sorte de ça, que je me fasse aider et qu'une autre vie est possible. tout à fait. Écoute, j'ai l'impression qu'en fait, déjà, ça a été fulgurant ce moment où j'ai emménagé en coloc et j'ai commencé à avoir ces compulsions nocturnes. Donc, tu as ce truc-là qui débarque. Au début, tu minimises. Enfin, au début, j'ai minimisé, je vais parler en jeu. Et assez vite, quand j'ai tenté de réfréner la compulsion, j'avais envie de mourir. Et ça, pour moi, je me suis dit, c'est quand même vraiment pas normal. Mais il y avait ce brouhaha d'être dans un environnement nouveau, avec toute cette nouveauté qui a fait que je pouvais mettre ça de côté. Et en fait, c'est véritablement quand j'ai tout tenté toute seule, quand j'ai tenté de m'enfermer dans ma chambre, quand j'ai tenté de lire un bouquin pour arrêter de fumer et d'appliquer les machins, que je me suis dit, j'y arrive pas. Toutes les nuits, quand j'essaye de me réfréner, j'ai peur de mourir. C'est plus possible. Et à ce moment-là, j'ai dit à mes parents, il faut j'ai besoin de trouver une solution. Mes parents étaient déjà sur le feu en train de se dire, il faut trouver une solution. Et mon papa me l'a amené sur un plateau d'argent. Et c'est là que j'ai rencontré Flavia. Est-ce que je vais là-dedans? Oui, avec grand plaisir. Je pense que, enfin, moi, j'ai hâte d'en savoir plus. Donc, je suis sûre que les personnes qui écouteront le podcast voudront évidemment savoir. En fait, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est finalement, oui, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a fait que tu as ressenti que c'était la bonne personne, euh, quelle clé, quelle prise de conscience, quelle transformation, en fait, ça t'a apporté. Ouais. Alors, déjà, ce qui m'a frappé à la première séance avec Flavia. Non, allez, je vais dire un autre truc parce que quand même, c'est important. La première chose qui m'a frappé quand je l'ai vue, c'est son corps. Parce que à ce moment-là, je suis arrivée vers elle en lui disant,
euh, je dois mincir. Je veux mincir, je dois mincir. En tout cas, je ne peux plus grossir. Il faut que je perde du poids là maintenant. C'est plus possible. Et j'étais à ce moment-là totalement dans l'illusion que c'est pour ça que j'étais là. C'était pour maigrir. Et donc la première chose que j'ai vue, c'est son corps. Donc une femme, déjà, bon, Flavia, si tu nous écoutes, sublime. Une femme sublime. Et une femme très mince. Donc là, déjà, je me suis dit, ok, j'ai envie de lui faire confiance. Puis en fait, très vite, dans la séance, dans cette première séance, elle m'a expliqué qu'on n'allait pas parler de nourriture. En tout cas, pas à la première séance, ni à la deuxième, ni à la troisième. Et, euh, et qu'en fait, on allait parler de moi. Et vraiment, je, je tombais des nues. J'étais déboussolée et en même temps, je me suis dit, c'est incroyable parce que je sens que c'est le bon endroit. Peut-être un élément important à savoir, c'est que ça faisait à 18 ans, j'ai découvert le développement personnel, la méditation et vraiment, toutes mes lectures, à part les lectures universitaires, c'était ça. Et je faisais pas que des lectures, donc je pratiquais la méditation, tout ça. Donc elle venait m'amener du développement personnel sous les yeux. Et j'ai trouvé ça incroyable. Donc ce que je me rappelle, c'est qu'une des premières questions qu'elle m'a posées, c'est si ta vie pouvait être idéale, elle serait comment? C'est quoi le but ultime? Et en fait, vraiment, j'hallucinais qu'on parte là-dedans. Et ce qui en est ressorti, c'est que la chose que je désirais le plus pour ma vie à ce moment-là, c'était d'être libre. Alors, on est allé dans, ok, à quel moment tu te sens libre? C'est quoi que tu as besoin dans ta vie pour te sentir libre? Et donc voilà, on est parti là-dessus. Et puis, ça a été un voyage qui a duré 6 mois d'accompagnement avec elle. 6, 7 mois, peut-être 8 mois. Je crois que j'ai dû y aller 8 fois, un truc comme ça. Et, euh, et où en fait, on a surtout parlé de développement personnel. On a aussi parlé de pourquoi je mange quand je mange. Est-ce qu'il y a des émotions? Est-ce qu'il y a du contrôle? Est-ce qu'il y a de la faim physique? Il y a différencier tout ça. Et c'est ça qui m'a permis, et je pense que peut-être ça c'est le gros changement qui s'est opéré à ce moment-là, c'est que j'étais dans un mode opératoire de contrôle avec un objectif, ou plutôt des objectifs, et en fait des contraintes, une espèce de chemin de contraintes pour arriver à mes objectifs. Donc le plaisir n'existait plus, il fallait juste que j'atteigne l'excellence dans les buts que j'avais dans ma vie. Donc ça a été ce chemin de retourner la machine, retourner la vapeur pour pouvoir arriver à un endroit où ce que je fais, c'est des choses qui me plaisent. Je ne fais pas les choses pour arriver à une illusion d'un but, pour être excellente dans ça, ça, ça. Et voilà, ça a été vraiment le gros turning point dans l'accompagnement avec Flavia. Et ouais, voilà. C'est puissant ce que tu partages parce qu'effectivement, quand on est dedans, on a l'impression, c'est ce que tu disais tout à l'heure, que le problème c'est la nourriture, que c'est le poids. Et merci pour ta transparence quand tu dis que tu es venue en fait parce que tu voulais juste mincir et que la première chose que tu as vue c'est son corps et tu t'es dit, ah, elle est mince, ok, je te fais confiance. Et si elle avait eu un corps plus charnu, est-ce que tu lui aurais fait confiance? Tu vois, ça c'est aussi une question intéressante parce que c'est vrai que quand on est dans les troubles alimentaires, il y a vraiment ce prisme du corps. On juge Ouais. tout vis-à-vis du corps. On a l'impression que les gens nous jugent vis-à-vis de notre corps, qui regardent que ça, mais parce que nous-mêmes, c'est ce qu'on fait. En tout cas, moi, je me souviens, c'était comme ça que je voyais les gens au travers du prisme de leur corps. Aujourd'hui, plus du tout, tu vois. C'est peut-être même le dernier truc que je vois. Enfin, je le vois, bien évidemment, mais ça se présente à mes yeux, mais c'est plus comme avant. Donc, merci pour ça et merci de partager qu'en fait, le travail, bah, il réside dans te reconnecter à toi. C'est ce que tu disais au début du podcast, se reconnecter à ses tripes. Enfin,
Maintenant, ça fait sens. Je pense on va y venir, mais tout ce que tu as vécu t'a amené à là où tu es aujourd'hui et pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui. C'est ça, En tout cas, moi, c'est mon cheminement aussi. Et je me rends compte que totalement. c'est le cheminement de beaucoup qui vivent ça. C'est se Mhm. découvrir et de plus agir en mode, tu sais, moi, j'appelle ça la to-do list géante avec mes Ouais, c'est vraiment ça. Tu C'est te ça. réveilles et tu as une to-do list, genre, je dois faire ça, 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 et tant que j'ai pas fait ça, 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 je peux pas manger ou je peux pas me poser. Ouais. Et aujourd'hui, ça me paraît complètement what the fuck. Je me dis, mais comment on peut vivre ça, en fait, toute sa vie? Et pourtant, bah, ça a été ton quotidien, c'est peut-être le quotidien des gens qui nous écoutent, ça a été le mien. Ouais. Et c'est beau les questions qu'elle t'a posées. Vraiment, c'est... Et c'est pas des questions qu'on se pose. Je me dis, on devrait tellement nous les poser, tu sais, à l'école ou, je sais pas, dans l'éducation Mhm. parentale. On devrait apprendre ça aussi aux parents. Enfin bon. Et, 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 et c'est puissant. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a permis de découvrir? Parce que je pense que ça t'a vraiment chamboulé, en tout cas, quand je t'entends en parler. C'était sûrement une grande découverte malgré tout ce cheminement de dev perso que tu avais fait. Totalement. Totalement, oui. D'ailleurs, c'était juste la suite logique, en fait. C'était la suite logique de ce cheminement de développement personnel. Et en fait, c'est intéressant parce que la phase où les choses commençaient à rentrer dans l'ordre, c'est-à-dire que j'avais moins de compulsions, que quand j'avais des compulsions, je pouvais les accueillir en étant euh, peut-être, ok, ben, alors là, j'ai besoin de réconfort à ce moment-là, donc ok, on va aller manger ça ensemble et d'être plus en détresse en fait, quand il y avait cette sensation de ah, vite, vite, vite. Je pouvais l'accompagner, euh, ou ben voilà, mon poids était stable et enfin, que je sentais physiquement que quelque chose était vraiment en train de s'apaiser. Voilà, pour dire ce qui va rejoindre tout ça. Euh, cette phase-là, pour moi, elle est floue. C'est comme si, en fait, l- la transformation s'était opérée sans que je sois, comment dire, comme c'est ce fameux truc où tu vas chez le médecin, t'as mal, mais quand t'as plus mal, t'oublies que t'avais mal avant. Et donc en fait, ça c'est fait, et c'est comme si, ouais, ça s'est fluidifié tout seul et avec légèreté. Et le chemin que j'étais en train de faire, c'était du coup de revenir à mais qu'est-ce que j'ai envie, moi? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me fait du bien? De quoi j'ai besoin dans ma vie? Et ça a permis, par exemple, que j'arrête les cours de théâtre et que je fasse plutôt de la musique, par exemple. Euh, j'ai pas remis le pied dans le monde du mannequinat parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais plus à y perdre qu'à y gagner. Euh, j'ai continué à ouvrir des portes, on va dire, dans les sphères de développement spirituel. Euh, mais vraiment, surtout, ça a ouvert cette porte fondamentale à ma reconnexion à mon corps. Et à partir de là, peut-être 1, 2 années plus tard, j'ai commencé à me poser des questions sur ma gestion de mes émotions. Dans le sens où, ben voilà, moi je peux pleurer, rire la seconde d'après, enfin voilà, je suis très... wouh. Et puis, je pense que c'est vraiment cette reconnexion à mon corps qui, qui m'a permis d'être au bon endroit pour mon corps. Et un truc qui me revient, c'est que j'ai fait de la danse énormément, mon enfance, mon adolescence, et puis j'ai arrêté au début de l'uni. Et j'ai recommencé la danse, ça aussi. Une fois que j'avais commencé à tisser ce rapport à mon corps qui est plus dans la connexion vraiment à mes ressentis, j'ai recommencé la danse et ça a été, ça a vraiment ouvert sur quelque chose de fondamental qui est de ramener du mouvement dans mon corps, mais pas n'importe comment. Un mouvement qui m'amène énormément d'énergie. Ça m'a pas demandé d'effort d'y aller quand j'allais à la danse. C'était vraiment, ah, ça me fait du bien. Et ça, avant, le sport à outrance, c'était que du sport où je devais vraiment me faire violence.
Alors qu'aller à la danse, c'était juste un plaisir et un bien-être. Ça me parle, moi qui fais de la danse aussi aujourd'hui, depuis pas très longtemps, hein, mais effectivement, il y a ce Mm, côté de faire les choses pour le plaisir, pour le fun, pour la joie. Et je dis souvent, tu sais, y aller en mode curiosité, comme quand t'es enfant, tu sais, tu découvres le monde, t'es ouais. pas là à te dire, il faut que je fasse ça, ça, ça pour avoir tel résultat, ou parce qu'on m'a dit de faire ça, ou parce qu'on m'a éduqué comme ça, ou parce que la société dit qu'il faut faire ça, et du coup, bah, Mhm. je fais ça, ou parce que les parents... Non, juste... Mais c'est difficile, enfin, souvent c'est difficile quand t'as été conditionné de revenir à soi et de se poser ce genre de questions au départ. Ouais. Euh, Et donc, si je comprends bien, toi, ton cheminement s'est fait sur 6, 8 mois. Euh, Est-ce qu'il y a eu que cet accompagnement? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui t'ont permis d'avancer sur ce sujet? Ouais. Euh, ben, je dirais que c'est ce fameux truc que tu disais avant où j'étais prête. J'étais prête à voir les choses et à les entendre. Je faisais énormément de lectures et de pratiques pour moi, de développement personnel et spirituel, et je pense qu'en fait, du moment qu'elle m'aidait à pointer du doigt les fonctionnements, j'avais les outils. Et donc, du coup, ça c'est fait. Une chose que j'ai pas dite avant, qui me semble fondamentale aussi, c'est que pendant ces 8 mois, il y a eu vraiment cette transformation où j'ai recommencé à mettre de l'huile dans mes plats, où j'ai recommencé à manger plus de sucre, et où en fait, ben, je pouvais que constater que je perdais du poids, alors que je mangeais exactement ce que j'avais envie. Et que Là, mes je pense compulsions... que je me permets parce que je pense qu'il faut que Ouais, tu le vas-y, dises vas-y. pour les gens. Tu sais. Genre, tu mets de l'huile et tu perds du poids. Genre, écoutez bien parce que là, c'est important ce qu'on est Écoutez en train bien, de dire. totalement, vraiment. Et ça, c'est quelque chose que j'ai conservé. Ça fait ouais, 10 ans maintenant et je mets de l'huile partout. J'adore ça, j'adore le chocolat, enfin vraiment. Et ouais, c'est... Ouais, mais pour revenir à ta question, je- à ce moment-là, c'est vraiment l'accompagnement de Flavia qui m'a permis de faire levier, quoi. Puis de transformer, on va dire, ce schéma fondamental dessous, qui était un schéma de contrôle, contrainte, avec un objectif lointain à atteindre, où il fallait se faire violence pour l'atteindre, et en fait, je perdais toute mon énergie, et c'était pas possible, et c'était ma soupape, la nourriture, à ce moment-là. Et où j'ai pu renverser cette vapeur, et un peu comme par magie, bah, petit à petit, le, 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 le flot de la vie le flot s'est remis en place, j'ai envie de dire. Et j'étais plus en souffrance vis-à-vis de ça. Par contre, j'avais l'impulsion de plus en parler autour de moi. Et ça m'a ouvert la porte aussi au fait que j'avais envie de comprendre pourquoi est-ce que j'avais vécu ça. Et comme je faisais des études euh, avec une mineure en sciences sociales, j'ai décidé à ce moment-là de faire un master. En France, on dit ça aussi? Ouais. Master, ouais. De faire un master en sciences sociales, spécifiquement pour travailler sur la pression sociale sur la norme, l'idéal corporel, euh, spécifiquement pour les femmes. Et vraiment, je voulais comprendre les ressorts sociétaux de cette pression-là, que j'avais ressenti ben, dès, on le voit, vraiment petite. Donc ça a été la suite de mon chemin où j'ai voulu comprendre, non pas individuellement, parce que ben, de toute façon, j'avais pas cette occasion-là, j'étais pas en psycho, j'étais en sociologie. Et donc je me suis dit, ben voilà, il y a vraiment quelque chose là où je peux investiguer. Et du coup, c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans. Ok. Juste avant qu'on vienne à ce que tu as découvert, parce que bien évidemment qu'on va y venir, euh, je pense qu'il y a peut-être une question que vont se poser les personnes, notamment au sujet bah, de tes compulsions. Est-ce que tu as eu des moments difficiles? Est-ce que c'est parti du jour au lendemain? Ouais, Combien de temps ça a pris? ouais, Euh, Est-ce que tu as perdu du poids ou pas? Tu vois? ouais, tout à fait. Alors, euh, je dirais que peut-être ce qui a été
une chose que Flavia m'a dit, qui m'a vraiment aidée, c'est qu'elle m'a dit, tu sais, je comprends que là maintenant, tu as envie de perdre du poids. Et si tu veux, tu vas perdre du poids. Donc elle m'a pas enlevé ce qui pour moi était le Graal à ce moment-là. Elle m'a dit non, tu vas perdre du poids, fais confiance au processus, tu vas perdre du poids. Et ça m'a aidé et ça s'est avéré. C'est ça qui m'a permis aussi de faire confiance à ce processus-là. Et une autre chose qu'elle m'a dit, c'est que la compulsion, si j'essaye de la réfréner, bon ben voilà, j'avais déjà testé pendant des mois, ça marche pas. Et ça a été en fait de trouver le chemin de l'accompagner. Et donc du coup, c'est vraiment... bah, j'avais des compulsions toutes les nuits. Donc ça déjà, c'était clair. La journée, j'arrivais à me... Je sais pas, c'était pas le moment. Mais la nuit, je me réveillais pour manger. Et donc du coup, j'ai changé ma perspective sur ça et je me suis vraiment donné de l'amour là-dedans en me disant, ok, bah, je vais acheter des choses maintenant pour moi, pas des choses que je mets dans le truc de mes colocs et machin. Non, je vais acheter des choses pour moi pour pouvoir répondre à ce besoin-là et je vais me donner beaucoup d'amour. Et en fait, mon but, c'est pas de stopper les compulsions. Mon but, c'est de les accompagner. Et ça, plus cette, ce remaniement de perspective où j'ai commencé à faire les choses pour moi, pour mon bien-être, pour mon plaisir, ça a fait que progressivement, petit à petit, sur, allez, je dirais quelques mois, peut-être 3 mois, mais je voudrais pas dire de bêtises, mais ça s'est fait relativement vite. Mon souvenir par contre. Et ben les compulsions étaient beaucoup plus petites. Donc je mangeais toutes les nuits, mais je pouvais manger une branche de chocolat et après j'étais là, en fait c'est bon. Donc déjà là, je trouvais ça incroyable. Et puis, en fait, ça a été ça pendant longtemps. Pendant longtemps, ça a pris, je sais pas, peut-être pendant une année où je me réveillais la nuit, je mangeais un petit truc. C'était plus vraiment une compulsion. C'était juste rassurant. Je mangeais, voilà, ce qui me donnait envie, puis j'allais me coucher. Jusqu'au jour où, une nuit, je me suis pas réveillée. Ça, je pense que c'était 1 an après. Quelque chose comme ça. Alors là, j'ai halluciné, hein, déjà. Puis je me suis dit, waouh, c'est fou. Bon, bah voilà, bah, je vais continuer à observer. Puis en fait, de fil en aiguille, euh, et enfin, de fil en aiguille, il y a des nuits où je me réveillais, des nuits où je me réveillais pas. Et en fait, c'était même plus un problème, c'était pas une question, ça se faisait comme ça. Et quand je me réveillais, c'était plus de l'ordre de la compulsion, c'était juste, encore une fois, une forme de ressource sécurisante. Et j'ai vraiment remarqué que plus je me sentais en sécurité, plus je pouvais me réveiller, aller aux toilettes, même ne pas manger. En fait, c'était bon. Et ce phénomène de sécurité, c'est vraiment fini de s'installer avec mon conjoint actuel où c'est devenu vraiment... Bon, ça fait 10 ans, hein, mais je me réveille pratiquement jamais. Puis ça m'arrive de me réveiller puis d'aller manger un morceau de chocolat et c'est pas un problème. Merci pour ton honnêteté par rapport au temps que ça prend et surtout par rapport à la perspective parce que, en tout cas, selon moi, c'est pas tant ce que tu fais. Alors, bien évidemment que si, c'est sûr que quand tu manges beaucoup, bah après, c'est pas évident physiquement et mentalement, mais c'est surtout, comme Mhm. tu l'as dit, la perspective, la perception que tu en as. Parce Ouais. que oui, manger, je sais pas, du chocolat tard le soir, bah ça, c'est OK, dans le sens. Ça dépend Exact. de quel sens tu lui donnes et comment tu le vois et quel impact ça a sur toi et sur ta vie. Et bien évidemment, bah, là, tout ce que tu partages, c'est la résultante d'un travail sur toi. C'est pas venu d'un seul coup. Je pense qu'il y a eu Ouais. plein de moments où ça a été complexe aussi. Euh, Oui. mais ce qui a fait la différence, c'est que tu étais investi auprès de Flavia. Mhm. Il y avait vraiment ce lien. Moi, je pense que c'est vraiment important. En tout cas, je le souligne beaucoup quand les gens veulent se faire accompagner par moi. Je leur dis, c'est important que tu te sentes bien avec moi. Enfin, que ce Mhm. soit moi ou un autre thérapeute, hein, tu vois, ou un autre coach. Pour moi, c'est hyper important le lien que tu as avec la personne.
que tu te vraiment, sentes justement en sécurité dans un premier temps et après cultiver ta propre sécurité intérieure. c'est ça. Et justement, toi, qu'est-ce qui t'a permis de passer de ce mode insécurisé, je ne me connais pas, à ce mode plus, ok, je suis en sécurité et tout va bien? Hmm. Alors ça, c'est une bonne question. Bon, je sais qu'une chose qui m'a énormément aidée, c'est la méditation. Vraiment, ça a été, ça m'a vraiment énormément aidée pour ma vie en général. Et puis, je crois vraiment que le fait d'être reconnectée à mon corps faisait que je me sentais plus forte, tout simplement. Plus forte, comment est-ce que je peux le dire? Parce qu'il ne s'agit pas de forcer. C'est beaucoup de douceur à s'amener à soi, mais le fait de me sentir forte dans mon corps, je pense que ça a vraiment joué un rôle sur la confiance que je peux avoir en mon corps. Et, et je crois que la question de la sécurité, c'est quelque chose où, encore aujourd'hui, je peux pas dire que je me sens en sécurité tout le temps. Enfin, ce serait faux, et c'est vraiment un chemin de vie. Et, euh, et c'est un très beau chemin. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est pas, je l'ai peut-être formulé un peu trop en mode binaire, c'est pas genre je suis insécurisée et je passe en mode je suis totalement sécure, mais c'est plus je ressens que j'ai davantage de sécurité. Donc là, Ouais, tu dis que ça passe notamment au travers de ton corps où tu te sentais plus forte, ouais, peut-être une forme de puissance intérieure, parce que tu y es plus connecté. En fait, c'est une connexion à mhm, toi, à ton corps, à qui tu es, versus avant peut-être plus de déconnexion de toi, de ton corps. Et là, c'est un peu l'énergie, tu sais, ouais, ouais, qui s'évapore, en fait, qui est pas là. Euh, donc, ouais, c'est vrai que c'est pas tout ou rien. C'est sûr qu'on n'est jamais 100% en sécurité, ouais, 100% tout va bien, mais on se sent mieux, on se sent plus soi, plus capable aussi. Je pense qu'il y a aussi ce côté de confiance qui se crée à tout à fait. l'intérieur Mhm, et plus à même d'avancer dans la vie vers quelque chose qui te convient. ouais, Mm. totalement. Enfin, juste aussi le fait de voir, ok, quand je suis plus dans ce mode de, de tes listes dont tu parlais avant, et que je fais différemment, que je me pose la question, mais de quoi j'ai vraiment envie, de quoi j'ai vraiment besoin, et ben en fait, ça marche. J'ai moins de compulsions alimentaires, et en ayant une alimentation plus riche, je perds du poids. Donc ce phénomène que ça marche m'a aussi beaucoup sécurisé, évidemment, parce que c'est tangible, quoi. Ça fonctionne. Et puis aussi peut-être le pas que j'ai franchi, c'est de demander à une personne de l'aide. Et ça, je l'avais jamais fait avant, en allant vers Flavia. Ouais. Oui, clairement. Puis c'est ton père qui a un petit peu initié finalement. Voilà. Peut-être que si ça avait été toi, ça aurait pris un peu plus de temps. Je pense que tu l'aurais fait sincèrement, tu serais arrivé. Là, voilà, ça s'est passé comme ça dans ton parcours. Et du coup, et tu expliquais qu'après, tu avais vraiment ce besoin de comprendre pourquoi, en fait, Mm. via la sociologie. Est-ce que tu peux Exact. nous en dire plus? Oui. Alors, ben, la première année de master, je me suis intéressée aux pressions sociales sur le corps des femmes et surtout l'image de la femme comme on la voit sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans les magazines, dans la pub. Et autant dire que, on le sait, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Euh, donc voilà, il y a un bouquin. Est-ce que je peux donner le nom d'un bouquin ici? Bien sûr, je pense Ouais. que les auditeurs seront ravis d'avoir des ressources, donc vas-y, hein, sincèrement. Super. Alors, il y a un bouquin qui vraiment est phénoménal, mais que j'ai dévoré, qui s'appelle Beauté fatale, de Mona Chollet, qui a aussi écrit d'ailleurs Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Et vraiment, mais c'est une mine d'or ce truc où elle passe en revue justement à la fois l'aspect historique, politique et la pression sociale qu'on a en tant que en femme sur nos corps, qui est juste monumentale. Donc voilà, ça a été
intéressant d'aller creuser, ça a bien réveillé ma colère. Voilà, donc j'étais prête pour ma deuxième année, où là, j'ai eu la chance inouïe de faire un stage d'observation dans un hôpital et où j'ai observé le fonctionnement d'un centre de prise en charge pour l'obésité dans un hôpital et où mon travail, c'était de voir dans quelle mesure le discours du personnel soignant était cohérent envers les patientes et patients atteintes et atteints d'obésité. Et alors là, du coup, mais j'avais l'impression d'être une mouche invisible dans les pièces, à pouvoir observer des conversations euh, du chirurgien, de la diététicienne, de la psychologue, de la secrétaire, avec ses patientes et patients, et de voir en fait tous les discours qui pourraient paraître euh, déjà naïfs, et puis surtout qui pourraient paraître totalement banals parce qu'on les entend à longueur de temps, mais qui, dans cet environnement-là, d'une prise en charge pour TCA et cette population-là, ne, enfin, dissonait totalement avec, par exemple, le discours de la diététicienne qui essayait de prendre en charge justement le trouble du comportement alimentaire. Et c'était vraiment absolument fascinant de se rendre compte que même dans ce milieu-là, on est totalement empreinte et emprunt de représentation sociale et de tu veux vraiment manger autant, euh, ah mais tu devrais peut-être attendre telle heure avant de manger. Euh, pour moi, c'est même difficile de me rappeler de ce genre de phrases, mais en fait, on les entend au quotidien. On les entend tout le temps. Euh, ah, mais tu veux pas faire du sport régulièrement? Peut-être que ça pourrait t'aider. Enfin, voilà, plein de représentations comme ça qui même dans un endroit comme celui-là, existent. Et ça a été vraiment fascinant à observer et à mettre en lumière. Alors, c'est fascinant, mais c'est aussi très inquiétant. Moi, ça me scie, en fait, quand tu dis ça. Parce que je me dis, mais putain, enfin voilà, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, bon, je sais pas, c'était il y a quelques années, hein, si je comprends bien. Mais en Exact. vrai, je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui. Il y a Et moyen. effectivement, bah, moi, je le vois, en tout cas avec les personnes que j'accompagne, peut-être que toi aussi, elles vont voir des diététiciens, même des gens spécialisés dans les TCA des fois. Et Ouais. donc, je dis, ah bah super, trop bien, génial. Et quand ils m'expliquent leur approche, Mhm. t'as mes yeux qui font comme ça, quoi. Genre, là, pourtant, je suis pas quelqu'un qui, mais ça me sort par les trous de nez parce que j'ai vécu ça. Donc, évidemment, ça me touche et je me dis, mais non, la personne, elle n'est pas guérie des troubles alimentaires si elle a ce genre de discours. C'est Tu ça. vois. J'en ai sur des réseaux que je suis. J'ai déjà eu des Mhm. personnes qui sont allées voir. Il y en a pas beaucoup, hein, mais par exemple, je pense à un coach qui est sur les réseaux. Voilà, j'ai rien contre ces personnes-là, mais quand j'entends l'approche, je me dis, non, il y a un problème. En fait, si tu Ouais. ne peux pas guérir, si tu as ce discours-là. Et comme toi, je pense que je le vois dans le discours que les gens ont. On Bah voit ouais. ce genre de conditionnement maintenant qu'on a pris du recul. Et Ouais. comme toi, j'ai parfois du mal à me rappeler de tous ces trucs parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, je ne regarde pas la télé. Je sélectionne vraiment l'information qui rentre dans Mhm. mon cerveau. Et Mhm. vraiment, c'est le tamis puissance 3 milliards. Parce que c'est important. Je sais que tout me conditionne en fait. Bien Et sûr. donc, je me conditionnais d'une certaine façon parce que, bon, bah, en fait, on est conditionné de base, évidemment. Tout nous Mhm. affecte, tout nous influence. Et ça, il faut bien en prendre conscience. Même là, on est en train de vous conditionner, en fait, avec nos paroles. C'est Non, ça. mais c'est vrai, on Bien vous sûr. programme à penser différemment, à ouvrir votre champ des possibles. Mais du coup, oui, parfois j'ai du mal et quand mes clients me disent des trucs, je dis, ah ouais, c'est vrai, je me disais ça. Mhm. Ouais, c'est vrai, je pensais comme ça. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Et ça me paraît même bizarre, tu vois, quand tu dis, bah non, il est pas l'heure de manger. Bah, pourquoi il serait pas l'heure? En fait, dans ma tête, je me dis, bah, pourquoi? Tu vois, est-ce que nos ancêtres, ils se disaient, non, il est pas l'heure, là. Tu vois, c'est vraiment des trucs sociétaux. Ouais. On pense qu'il faut faire comme ça, on pense qu'on fait bien.
qu'il faut respecter ça. Et comme tu dis, il y a vraiment ce... Merci pour les ressources que tu partages. Ce truc même du corps. Et tu vois, aujourd'hui, je trouve ça déplorable que tout soit autant basé sur l'apparence, sur le superficiel. Enfin, je dis pas que l'apparence, c'est mal, hein. Je suis très coquette, j'aime la beauté, enfin, le Mhm. design, tout ça. Mais Mhm. que tellement de choses soient basées là-dessus, tu sais, qu'on juge quelqu'un là-dessus, Mhm. que on veuille prendre soin de son physique, ok, mais à quel prix? Au prix parfois de sa santé mentale Ouais. et même de sa santé corporelle, parce qu'on se rend pas compte, mais dans un trouble alimentaire, ça a des effets très néfastes sur le corps. Mhm. Mais truc de dingue, et on s'en rend pas compte. Mhm. Et je me dis, c'est... Ouais, et si au lieu d'avoir un body goal, on avait un mind goal, tu sais, vraiment. Mhm. Aujourd'hui, c'est plus ça, je préfère travailler, enfin les deux, parce que mon corps est important, mais comme tu dis, ça apportait beaucoup de douceur C'est ça. et sortir de ce truc de il faut que ton corps soit comme ça. Mhm. Donc, ouais, C'est vraiment, enfin, pour moi, aujourd'hui, ça va vraiment être le ressenti. Comment je me sens dans mon corps. Il y a des jours où je me sens mais super bien, il y a des jours où je me sens moins bien. Quand je me sens moins bien, je vais me demander, ok, de quoi j'ai besoin? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Qu'est-ce que j'ai pas pris le temps d'écouter? Mais c'est clair que c'est plus du tout la même chose. C'est ouais, clair. ça c'est le truc le plus puissant que je dis tout le temps, c'est le ressenti qui compte. Mais quand on est déconnecté au départ, bon, C'est ça. tu sais pas trop ce que c'est. Tu te dis, ouais, Exact. ok, elle est mignonne, mais je comprends pas en fait. C'est quoi ce Ouais, truc? tout à Et fait. c'est tout un cheminement que de s'y reconnecter quand on en a été déconnecté pendant longtemps. C'est comme se sortir des injonctions sociétales. Quand on est englué dedans, Ouais. si on n'a pas un regard extérieur pour nous aider à voir les choses d'une autre façon, d'où Flavia, d'où d'autres coachs, d'autres thérapeutes, d'où toi, d'où moi, enfin peu importe, qui sont là pour aussi prendre ce recul. Tu vois, c'est en prenant du recul qu'on observe les choses différemment. Mhm. Moi, je dis souvent, par exemple, tu sais, là, avant, on pensait que la Terre, elle était plate. Mhm, On mhm. pensait que c'était le soleil qui se levait, qui se couchait et tout. On en était persuadés parce que c'était Ouais. ce qu'on voyait. Mais Ouais. regarde, c'est sûr, c'est lui qui se lève et qui se couche. Ouais, Mhm. sauf que quand on a pris du recul, ah non, Mhm. putain, en fait, la Terre, elle est ronde, Ouais. dingue. Ah ouais, en fait, non, 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 c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Waouh! Et Ouais. donc, en fait, c'est vraiment comprendre que tout est une question de perception Ouais. et que on peut tout transformer pour mieux vivre. Et justement, comment toi, tu l'as vécu, ce truc de... Après, on reviendra peut-être sur les injonctions, tout ça, parce que c'est intéressant. Ouais. De passer ouais, de ce mode où tu pensais que c'était que comme ça, tu sais, ce truc de la to-do list, à Mhm. waouh, en fait, ça peut être fluide, ça peut être. Voilà, comment tu t'es sentie en fait? Ouais, ça a été quoi la Mhm. différence pour toi? Alors, c'est marrant, j'ai une personne qui représentait très bien pour moi l'archétype de la liberté en tête quand j'étais dans cette coloc. Euh, Quand j'étais dans cette coloc, j'avais une coloc canadienne. Et en fait, elle vraiment, elle vivait au jour le jour. Elle faisait ce qu'elle avait envie de faire. Et moi, je trouvais ça fascinant. Je me disais, mais en fait, enfin, elle n'est pas en train de se demander si elle a fait tant de sport. Elle n'est pas en train de se demander si elle a mangé assez de légumes ou, enfin, non, elle pense pas à ça. Elle se demande, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je le fais. Qu'est-ce que j'ai envie de manger? Je le mange. Et en plus, pendant cette année-là, elle perdait du poids. Et je me disais, c'est dingue, je veux être elle. Et, euh, et en fait, ce que ça a changé, c'est vraiment que je suis passée d'être totalement dans ma tête à prévoir les choses que je veux faire dans cette perspective d'objectif, à être véritablement en train de me demander de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, et puis de le faire, de le manger, de le vivre. Et pour moi, ça a tout changé dans la mesure où j'ai récupéré mon choix. Et cette reconnexion à mon corps, ça allait de pair avec revenir à mes émotions, revenir à mes ressentis, hein, tu l'as dit avant, euh, et revenir à... Enfin,
peut-être même changer totalement de trajectoire. Je me demande, peut-être que ça m'a changé la trajectoire de ma vie, dans la mesure où, bon, j'étais prête, mais où tout était d'un coup remanié, où il y avait plus d'intérêt d'avoir un objectif lointain. C'était pas comme ça que ça marche, et puis j'étais en train de le comprendre. Et donc je me suis sentie libre, véritablement. Mon objectif de départ, ce que j'ai posé à Flavia le premier jour, j'ai pu le toucher. Et c'est beau. Et Et c'est c'est possible. super. Et c'est Et beau, c'est c'est un beau possible. cheminement. Ouais, c'est possible, c'est beau. Ouais. Et justement, oui, comment ça a transformé ta vie? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, tu as deux activités. Est-ce que ça Mhm. a joué un rôle dans le développement de ces activités? Totalement. Totalement. Alors, peut-être la pièce manquante, c'est que à la fin donc, de mon master, j'ai dû rendre un travail de master et j'ai décidé de m'intéresser à la promotion pour la santé. Alors, je ne sais pas du coup en France comment c'est, mais c'est ce département qui s'occupe de la santé, de faire de la communication sur la santé en général, et c'est des communications qui sont étatiques. Et en fait, moi, je voulais regarder dans quelle mesure le discours sur l'alimentation allait appuyer sur des pressions sociales et allait peut-être favoriser des troubles du comportement alimentaire. Je voulais voir quel était le discours de santé public. Puis je me suis intéressée aussi un petit peu au discours de santé privé. À l'échelle de la Suisse romande, parce qu'en Suisse, il y a plusieurs langues, donc là, de la Suisse francophone, si tu veux. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des discours et des images qui allaient vraiment favoriser des troubles du comportement alimentaire, alors que c'était des discours qui se voulaient amener de la santé à la population. Et enfin voilà, donc ça a été... moi, j'étais pas très étonnée, euh, évidemment, mais j'ai trouvé ça quand même hallucinant. J'ai trouvé un programme dans une petite région en Suisse francophone qui commençait à mettre en place quelque chose qui me semblait intéressant, mais ça en est resté là. Donc voilà, suite à ça, eh bien, ça a pris quoi? Une année, une année et demie. Ça a pris une année et demie pour que je décide de... Enfin, une année et demie où je suis allée à tâtons, en fait, où je voulais faire de l'accompagnement, d'empuissancement en général. Et en fait, ça a pris un an et demi pour que je ne fasse plus que ça. Je fais aussi des voix, effectivement, à côté, mais pour le reste, je n'ai que mon activité de thérapeute. C'est ce qui me prend le plus de temps, c'est ça que je veux dire. Et pendant cette année et demie, en y allant à tâtons, essais, erreurs, je me suis rendu compte que je voulais surtout accompagner les femmes, qu'il y avait besoin d'investir le corps. Je me suis rendu compte que j'avais besoin d'amener la nudité aussi dans certains de mes espaces sécuritaires pour justement venir se décloisonner de tous les tabous et de toutes les injonctions, de toutes les pressions sociales qu'on a sur nos corps, sur à quoi ils devraient ressembler. Ouais, surtout ça. Et pour moi, c'est accompagner ça, ben c'est ma mission, c'est clair. Se réinvestir nos corps, revenir à nos tripes. Et c'est vraiment, pour moi, une réclamation qui, par essence, est politique, mais où moi, ça m'importe pas de débattre. C'est ma vérité et mon chemin. Je suis très reconnaissante de pouvoir faire mon métier là-dedans aujourd'hui. Euh, et mais par contre, voilà, on peut discuter de ça. C'est quelque chose que j'aime discuter. Mais par contre, j'aime pas en débattre. Parce que pour moi, ça n'est pas un sujet à débat. C'est nécessaire que chaque femme puisse se sentir installée dans son corps et dans ses tripes, et non plus dans sa tête avec la liste, la fameuse to-do list. C'est vraiment nécessaire. Et à cet égard, ben, je suis très reconnaissante qu'il y ait des personnes comme toi qui proposent ce que tu proposes avec ton podcast. C'est magique.
Bah, comme je te disais en off, c'est pareil pour toi dans le sens où il y a tellement besoin de personnes aussi qui, bah, comme toi, qui proposent de beaux accompagnements, que ce soit sur les troubles alimentaires, mais pas que. Je sais que Mhm. voilà, toi, c'est l'empouvoirment, enfin l'empuissancement. Je sais pas si on dit ça comme ça des femmes, mais voilà, on Si, aura oui, compris. Revenir à ses tripes, revenir à son corps. En plus, toi, t'as côté nudité. Moi, c'est vrai que je fais pas ça. Enfin, il y a ce côté, oui, de reconnexion à son corps et la nudité, bah, ça en fait partie, hein, c'est se voir tel qu'on est finalement. ouais. Il y a aussi la reconnexion à sa sexualité. Je sais que, Mhm. en tout cas, pour ma part, ça a joué un rôle dans ma guérison. Et le Mais plaisir, en beaucoup. fait, hein, finalement, tu vois, moi, je le vois vraiment comme Mhm. ça, hein. Le Total. plaisir sexuel qui est coupé, mais voilà, il y a d'autres formes de plaisir, dont celui-ci. Et ouais, donc merci de faire ce que tu fais. On sent que ça t'anime et c'est beau. Et je pense que de toute façon, quand on fait des métiers comme ça, en tout cas pour ma part, c'est une mission de vie. Enfin voilà, c'est un truc qui, moi, Total. genre, j'aurais jamais pensé faire ça. On m'a dit, non, mais tu seras coach de vie. Tout, j'aurais dit, non, mais vous avez craqué votre slip. Tu vois, j'aurais dit, non, c'est pas possible. C'est Et en clair. fait, ça vient à soi. Et donc, c'est finalement cette reconnexion à toi qui t'a permis, enfin, ta guérison t'a permis de faire quelque chose qui te correspond et de transmettre, je pense, ce que tu as vécu, ce que tu as appris. Enfin, j'imagine qu'il y a aussi une part de ça. Totalement. C'est vraiment ça, c'est vraiment cet aspect de transmission. Comme tu l'as dit avant, j'ai l'impression que beaucoup de coachs, de thérapeutes ont des passés avec plein d'expériences et que c'est le fruit de ça qui noue et qui leur ont donné envie de pouvoir transmettre. Et pour moi, c'est vraiment ça. Et je pense que, voilà, toi comme moi, on sait que ça demande beaucoup de ressources, mais en fait, c'est comme si on est poussé dans le dos parce que c'est ça, quoi, c'est ça, et c'est nécessaire de pouvoir transmettre ça. Euh, Comme d'ailleurs, on a eu l'occasion qu'on nous transmette des choses à un moment donné où on avait besoin de l'entendre, on avait besoin de ce soutien-là, et on sait à quel point ça a été important et même fondamental pour nous. Clairement, c'est clairement ça. Et justement, si on en revient peut-être un peu au corps. Tu parlais Ouais. du corps, de la pression qu'il y a autour du corps. Euh, ouais, qu'est-ce que tu aurais envie de partager à ce sujet? Quels ont été, toi, les changements de peut-être de perception, de comment tu vois ton corps aujourd'hui, des attentes aussi que tu peux avoir vis-à-vis de ton corps? Parce que Mm. quand on est dans les TCA, en tout cas pour ma part, moi j'étais très exigeante avec mon corps et c'était Mm. très lié à ce que je voyais finalement. Mais tu sais, je me rendais pas compte. C'est-à-dire qu'il y a Ouais. vraiment une. T'es baigné dedans et du coup, t'as tellement l'impression, comme tu disais au départ, que c'est normal que tu réalises pas qu'une autre réalité, qu'une autre façon de faire est possible et que non, en fait, c'est pas le cas. Donc, ouais, je serais curieuse d'avoir un peu ton retour là-dessus. Ouais, c'est vraiment intéressant. Écoute, moi, je dirais que ma boussole est plus au même endroit. Avant, ma boussole, elle était mentale, donc c'était vraiment juste une observation dans un miroir, et puis si ça me plaisait pas, ça me posait un problème. Maintenant, mon observation, elle est vraiment dans mon corps, dans mon ventre, et du coup, si je me sens pas bien, si je me trouve pas jolie, par exemple, ou si je me trouve pas comme j'aimerais, ce qui peut m'arriver, hein, bien sûr, euh, voilà, on est humaine. Ben, je vais me demander, je vais, plutôt que d'essayer de faire quelque chose pour régler le problème, j'ai plus du tout cet angle-là. Je me demande, ok, mais de quoi j'ai besoin? Quel est le besoin qui n'a pas été entendu? Et, euh, et du coup, ça va être plutôt une boussole. Donc quand je me sens bien physiquement, que je me sens jolie, en général, comme toi, je suis coquette, j'aime bien me parer, c'est quelque chose qui me plaît, donc je vais le faire avec plaisir. Quand il y a une phase où d'un coup j'ai plus envie de m'habiller, j'aime plus mes habits, j'aime plus rien, je vais me poser la question, ok, mais de quoi j'ai besoin là maintenant? C'est quoi qui est pas à sa place? C'est quoi qui n'a pas été entendu, qui est passé à la trappe? Et, euh, et ça peut être différentes choses. Et ça m'est déjà arrivé que ce soit, en ce moment, je bouge pas mon corps. Donc je le ressens moins. Du coup, le fait de me sentir un peu déconnectée, ben, c'est très désagréable en fait. Donc à ce moment-là, je sais qu'il s'agit de ramener du mouvement, mais pas n'importe comment.
Parce que si ça me fait pas plaisir, c'est non. Donc, ben là, en l'occurrence, je sais par exemple que la danse, c'est quelque chose qui répond à plein de choses pour moi. Donc, je vais par exemple me dire, ok, bah, je vais aller reprendre un cours de danse, puis je vais voir. Et quand c'est juste, je le sais tout de suite. Je me sens mieux, je me sens de nouveau. Ah, j'ai de nouveau envie de prendre de la place et puis de rayonner. Et ouais, je dirais ça. Après, ça se peut. Ça m'arrive pas plus jamais qu'il y ait une personne où je vais, mais comme pour n'importe quel sujet d'ailleurs, une personne qui va me renvoyer quelque chose. Enfin, ça fait partie de la vie. Et ça peut arriver qu'une femme me renvoie, oh son corps, oh même mon corps. Ça peut arriver. Et quand ça arrive, euh, je vais avoir ce chemin qui est fait de passer du mental et à revenir à mon corps. Parce que le chemin, je l'ai fait, c'est vraiment le truc des traces de ski, quoi. D'abord, il y avait de la grosse neige, il fallait faire les premières traces, mais maintenant, elles sont faites. Donc, quand c'est ça, je sais que je reviens au corps et je reviens à, ok, c'est quoi qui n'a pas été entendu? De quoi j'ai besoin? De quoi j'ai envie? Est-ce que j'ai besoin d'être rassurée? Est-ce que j'ai besoin d'être sécurisée? Puis ça me ramène au bon endroit où ça permet d'aller tout de suite au bon endroit. C'est hyper intéressant ce que tu partages. Effectivement, c'est important de préciser qu'il y a toujours, on est des humains, donc forcément on est confronté à d'autres corps humains, d'autres visages, d'autres, tout ça, d'autres personnalités. Enfin, on peut pas se mettre dans sa grotte et ne plus jamais sortir. Mais c'est surtout que comment on fait avec ça? Parce que quand toute notre valeur et toute notre vie est basée sur l'apparence, ben on ne voit que ça. Ouais. Et il n'y a plus, comme tu disais, ce côté de OK, je reviens à l'intérieur, ma boussole, elle est à l'intérieur. Et moi, c'est pareil, hein, vraiment, j'ai la même approche. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est comment je me sens. Et des fois, oui, Mm. je me sens moins bien. Des fois, je suis fatiguée. Des fois, je n'ai pas envie. Des fois, je me sens anxieuse. Enfin, voilà, ça arrive parce qu'on est des humains. Mais c'est comment on fait avec ça. Et pas en Mm. mode perfection, il faut que tout soit en mode encéphalogramme plat, que je résolve le problème. C'est pas un problème, c'est des Ouais. fluctuations humaines. Mm. Et je pense que quand on a été conditionné à atteindre un idéal de beauté, un corps, ou même un travail, enfin peu importe, on est vraiment dans la performance et Ouais. moi je dis souvent, c'est un peu comme si tu te tapais, enfin toi tu te tapes dessus, quoi. C'est Ouais. d'une violence même. Et on n'est pas que des corps, on n'est pas Ouais. une pancarte, moi je dis souvent. Et effectivement, il y a des visages, des corps. Moi, par exemple, des fois, je vais voir des femmes ou même des hommes, je dis, oh, elle est belle, tu vois. Mm. Non pas que je sois attirée par les femmes, mais parce que je la trouve belle. Et souvent, c'est plus dans son énergie Ouais. que dans son apparence. C'est-à-dire que Mhm. j'en parlais avec une amie il n'y a pas longtemps. Qui cherche un homme, enfin bref. Et elle me disait qu'elle était très basée sur le physique. Et moi, tu vois, moi, Ouais. je j'ai jamais été cette nana tu sais, qui regardait les garçons en mode, ouais, il est vachement beau celui-là. Souvent, c'était mes copines qui disaient, regarde le beau gosse là-bas. Moi, j'étais, où ça? Et, parce que c'est plus une question de, ouais, l'énergie qu'on dégage, de qu'est-ce qu'on rayonne, comme tu disais tout à Ouais. l'heure. Ce mot, en fait, de rayonner, pour moi, il est puissant parce que, et même quelqu'un qui rayonne, ça peut, enfin, il y en a, ça peut leur faire peur dans le sens où, ah, elle est mieux que moi, et moi, je suis nulle, quoi. Mm. Non, en fait, quelqu'un qui rayonne, pour moi, c'est inspirant. Mm. Je trouve ça beau, je trouve ça inspirant. Bien sûr, des fois, ça peut être insécurisant, évidemment, Bien sûr. évidemment, mais c'est beau aussi parce qu'en rayonnant, en s'autorisant, on inspire d'autres gens. Comme toi, tu vois, tu prends ta place, t'inspires des gens, t'aides des gens. C'est pareil pour moi, c'est pareil pour d'autres. Et même, tu vois, genre, je pars un peu sur un autre sujet, mais je trouve que tu vois plus la vie pareil. Enfin, moi, par exemple, c'est comme si la vie, c'était un espèce de théâtre, pour reprendre un peu ce que Oui, tu faisais avant, complètement. et que tu sais, tu passais derrière et que tu voyais les coulisses un peu. Ouais. Moi, ça m'a vraiment fait ça. C'est comme si j'avais compris qu'il y avait des choses plus profondes et que avant, j'étais bloquée au stade de l'apparence.
Je Hmm. crois ce que je vois. Euh, alors qu'en fait, ben non, tu vois. Ce que tu vois, c'est pas forcément la réalité. C'est... Ouais. Ça me parle. Ça me Ouais. parle. Effectivement, j'ai l'impression que quand on prend en charge le trouble du comportement alimentaire, il y a vraiment une autre vision du monde qui s'ouvre et on peut plus revenir en arrière. Mais c'est Ouais. génial, mais Oui, vraiment. je suis d'accord. Et c'est Ouais. ça. Et souvent, quand tu prends conscience, des fois, alors, dans la phase de transformation aussi, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, donc, tu prends conscience, c'est la première étape. Et après, tu as tellement un niveau de conscience qui s'élève, mais parfois, tu as la conscience, mais tu n'as pas les actions alignées. Oui, Tu as tout à conscience, fait. mais tu fais pas, et du coup, il y a un désalignement. Ouais. Mais au bout d'un moment, tu as tellement la conscience que tu es obligé d'amener tes actions Mmh. alignées. Tu es Mmh. obligé parce que c'est trop dur d'avoir un désalignement. Et moi, je l'ai vu plein de fois avec moi. Hein. Ne pensez pas encore une fois que on réussit tout du premier coup, mais il y avait plein de fois, j'avais conscience de trucs, je me disais, oh. Et en fait, je me disais, bah, c'est quoi? Le choix. Tu sais maintenant, tu n'as pas le choix. Et incarne-le parce que c'est en l'incarnant bah, que vraiment la transformation va s'opérer. Ouais, c'est ça, totalement. Et avant, tu as dit un truc qui, j'ai envie de le souligner parce que ça me semble mais tellement fondamental. C'est, parce que ça a été un gros changement chez moi, comme visiblement pour toi aussi, hein, de comprendre que mon aspect physique, c'est pas ma valeur. Et de désapprendre ça, en fait, c'est juste incroyable. Et pour revenir justement aux pressions sociales, le gros message, c'est véritablement ça, c'est tu es une femme, ben ton corps fait ta valeur. Voilà. Donc si tu veux avoir de la valeur, il faut bosser sur ton corps. Et ça, c'est une injonction qui est dans la plupart des pubs de parfums. Enfin voilà, encore aujourd'hui, même s'il y a des courants comme le body positivisme et plein de choses, ben majoritairement ce qu'on voit dans la pub, ça sous-entend ça. C'est top que tu dises, ça sous-entend. Parce que ça veut dire que c'est pas explicite, que c'est Ouais, implicite, ouais, que tu as l'impression de regarder juste une pub lambda, mais que ça ouais, programme ton cerveau. ouais, La partie inconsciente qui se dit, ah bah tiens, c'est comme ça qu'il faut que ce soit. Mais c'est ça le truc, c'est que t'en as pas conscience. Tu as ouais. juste l'impression d'être là, bah oui, je regarde une pub, je fais rien de mal. Bah Mm, non, en fait, tu es en train de programmer ton cerveau à suivre une espèce d'injonction ouais, et ouais, bah finalement te déconnecter de ton corps. Mais c'est tellement ça dans les pubs, comme tu dis, dans les médias, dans les films. Euh, et ouais, c'est pour ça que moi aujourd'hui, je fais vraiment le tri, tu vois. Et je pense que ouais, ça m'aide de pas trop me confronter à ça. Ou alors quand je regarde, c'est avec un tout autre œil qu'avant. Mais quand même, ouais, on reste sensible. Je pense que ouais, c'est tellement insidieux ouais. que... Et je pense qu'en vrai, même, je pense que je suis encore conditionnée, on est encore conditionné, tu vois. Enfin, je sais pas comment je m'habille, machin. Évidemment que c'est du Bien conditionnement. sûr, bien sûr. Mais par contre, ouais, la valeur, c'est pas dans le corps, dans l'apparence. Mais tout est fait pour nous faire croire que si. Pour autant, il y a quand même des inconvénients, tu vois, à ça. Dans le sens où souvent on pense que si on est belle, que si on respecte ça, tout ira bien. C'est, Aïe, on sera parfaite, tout ira bien, on sera aimé et tout. c'est ça. Et je sais plus, enfin, j'en parlais avec je ne sais plus qui, parce que j'en parle pas mal. Euh, mais en même temps, tu as des inconvénients parce que en répondant à ça, tu encourages aussi un peu cette idée, tu vois, le fait de toi Mm, aussi te conformer, ne pas en sortir, ça fait que perpétuer le truc. mm, Et au-delà de ça, il y a ce côté de, franchement, là, je vais parler de ma propre expérience, mais tu sais pas si les gens sont là pour toi ou pour ton apparence. Tu sais, c'est un peu comme mm, les personnes qui sont riches. Elles savent pas si la personne, elle mhm, est vraiment intéressée par elle ou par leur richesse ou par leur mhm, popularité ou par... Et en fait, il y a un peu ce truc de, ben, ça reste de surface. Donc souvent aussi, quand tu te conformes à ces injonctions,
Potentiellement, pas toujours, mais tu peux attirer des gens qui sont là que pour la surface de qui tu es. Oui, alors ça c'est sûr. Surtout si tu penses que c'est ça ta valeur. Exactement, Ouais. exactement. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Donc ça, c'est complètement fou, je trouve, de pouvoir switcher ce truc-là et arriver de l'autre côté à se demander, en fait, euh, qui sont les gens qui m'aiment? Pourquoi ils m'aiment? Et qu'est-ce que moi j'aime chez moi? Et peut-être que je vais aimer mes fesses, tu vois, c'est ok. Mais mais il y a plein d'autres trucs. Et c'est super d'aimer ses fesses, hein, d'ailleurs. Aimez vos fesses, hein, s'il vous plaît. Mais On va mettre ça en titre du podcast. Et puis vos exact, fesses. Ça va faire le buzz là, je te le dis. c'est clair. Non, mais voilà, il y a tellement de choses et en fait, je trouve que quand c'est plus à un stade de souffrance, ben, c'est génial de pouvoir vraiment s'apprécier et, et même, tu vois, ça m'arrive d'accompagner une personne, par exemple, qui me dit, enfin une femme, puisque j'accompagne quand même presque que des femmes, qui va me dire, moi, j'ai vraiment envie d'avoir un ventre comme ça. Du moment que je vois que tout est en place dans ok, elle est connectée à son corps, elle est connectée à son plaisir, elle sait quand elle a faim physiquement, elle sait quand elle a envie de manger, elle sait pourquoi, elle a bien pris conscience de tous les mécanismes. Elle peut se dire, ah bah je vais faire un jeu, je vais jouer à un jeu, je vais aller au fitness, puis j'aimerais avoir des super abdos. Ok, bah vas-y. Mais ça, c'est pas possible quand il y a un trouble du comportement alimentaire. C'est contre-productif, ça ne marche pas. Par contre, quand la personne elle est à la fin de son processus et qu'elle se fait un kiff, elle a le droit de se faire ce kiff-là. Elle peut s'en faire un autre, elle peut s'en faire un autre, elle peut se faire quelque chose par rapport à aller en vacances. Mais on n'est plus dans une souffrance, on est dans autre chose, on est dans un jeu qui est un jeu comme un autre. Il n'y a plus cette échelle de ça c'est le top. Non, ça c'est un jeu, puis tu peux jouer à un autre jeu qui est juste à côté si tu veux. Il y a vraiment cette notion de choix pour moi qui est fondamentale dans ce chemin de revenir à ses tripes. C'est vraiment récupérer le choix. Parce qu'en général, la souffrance, elle est à un endroit où on a même plus le choix, on ne sait plus comment faire différemment. On est dans un pattern où il y a pas d'autre solution. Et ouais, je trouve que quand on arrive à ce stade où on peut récupérer le choix de se dire je vais là ou là, mais c'est comme j'ai envie. Il n'y a rien d'autre et personne d'autre qui va me dire où j'ai envie d'aller. C'est qu'on est au bout de ce chemin-là. Qu'on a ouvert cette porte et qu'on est sorti de cette Mais souffrance. ouais, je suis fan de ce que tu dis, sortir de je subis et de passer à je choisis. C'est Je ça. choisis ma vie, je suis créatrice de ma vie, créateur de ma vie. Je m'accompagne dans ce processus. Et il y a aussi une notion que tu as partagée que j'aime énormément, c'est cette notion du jeu, Mhm. d'enlever l'enjeu pour se reconnecter au jeu, Ouais, voir la vie comme un jeu. Et effectivement, je soulignerai ce que tu dis parce que c'est très important. Souvent dans la guérison, ouais, vu qu'il y a une pensée un peu extrême, enfin, il y a ce côté de ah bah du coup je dois mettre mon corps de côté, je me résigne, donc j'ai pas le droit en fait de vouloir un ventre plat ou d'avoir des fesses toniques. Et non, vous avez le droit, mais il y a un process. c'est Et ça. c'est pas aller trop vite parce que moi je le vois avec mes clients, c'est non non mais je veux hacker le game, je veux aller vite. Ouais, ouais. Sauf que plus tu veux prendre un raccourci, écoutez ça bien, plus vous voulez prendre des raccourcis et aller vite, et moins vous irez vite. Ouais. Parce que la vie a un rythme. Comme dans la nature, il y a des Mm. rythmes, et ça, on l'a oublié avec notre société moderne. Nous, on veut tout, on voit, on veut tout contrôler, nous les humains, et on fait de la merde, désolé de le dire. Pour le moment, c'est pas top. Enfin, sur certains points, si, mais globalement, il y a encore des améliorations. Et en fait, c'est vraiment se dire qu'il y a un rythme et que c'est au lieu que ce soit obsessionnel, c'est laisser de côté, mais y revenir après. Et comme tu Ouais, l'as dit, quand tout est OK, quand on a conscience des mécanismes, qu'on se comprend, qu'on est connecté à soi, qu'on connaît ses valeurs, qu'on connaît son corps, on est bien. Bien ouais, sûr qu'on peut se donner des, je dirais même des objectifs, tu vois, de vie, à la rigueur de corps, mais c'est plus dans la même optique. C'est dans une optique de
Et puis c'est fait avec bienveillance, Mhm. c'est fait avec douceur, c'est fait avec amour. C'est pas je vais me torturer et me faire du mal pour y arriver absolument. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Mais et c'est plus dans cette optique de prendre soin de soi aussi, je Totalement. trouve. Ouais, totalement. C'est léger. Ouais, Plus un truc grave qui doit vite arriver, vite, vite, vite. Non, voilà, c'est un jeu. Comme tu as dit, hein, sortir de l'enjeu pour arriver au jeu, c'est ça. exactement. Ouais, Mhm. j'aime bien cette phrase. Je trouve qu'elle est cool. Elle permet de dédramatiser en fait. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de drames. Oh, mon ventre il est gonflé. Oh, j'ai pris 1 Mhm. kilo. Et alors, moi je dis souvent, est-ce qu'il y a un météore qui est en train de tomber sur la Terre? Non, ça va. Est-ce que demain tu vas te réveiller? Bah oui. Donc Ouais, ça va aller, t'inquiète. T'as toujours ta maison au-dessus de ta tête, t'as un téléphone, t'as un ordi. Ça va, ça va en fait. C'est pas si horrible. Je sais que quand on est dedans, c'est difficile, hein, vraiment. Mais c'est justement parce qu'on se focus tellement là-dessus que ça prend une ampleur de ouais, dingue. Ok. Je pense qu'on totalement. va doucement s'arrêter là, si t'es ok. Ouais. Euh, Merci en tout cas d'avoir partagé tout ce que tu as partagé, Camille. Peut-être pour terminer, est-ce que tu aurais un grand message que tu aurais envie de partager, quelque chose qui résonne profondément en toi? Ouais. Bah, en fait, il y a un truc qui m'est venu et j'ai vraiment envie de le déposer ici. Euh, c'est que dans mon chemin, du coup, j'ai vraiment déconstruit la performance comme étant le but ultime. Et l'excellence comme étant le but ultime. Et en fait, maintenant, j'apprivoise la performance, c'est-à-dire, par exemple, si je me donne un objectif à atteindre, comme quelque chose où justement il y a un rythme. Donc j'ai beaucoup aimé que tu dises ça, et où en fait, si j'essaye de brûler les étapes, je vais me cramer. Et peut-être mon mot de la fin s'adresse aux personnes qui sont largement en chemin et qui sont dans cette quête d'une bonne balance entre l'être et le faire, qui sont peut-être beaucoup revenus à l'être, mais qui essayent de voir, ok, comment je peux rentrer dans le faire sans me cramer, puisque j'ai vu ce que ça donne quand je me crame. Et où j'aurais envie de terminer avec ce que tu as déposé avant, c'est cette question du rythme, et en fait de faire confiance à son corps, et que si je suis vraiment à l'écoute de mon corps, je vais pouvoir suivre son rythme et, et aller avec douceur, même à des endroits que je pourrais qualifier de performance. Mais dans la douceur et au rythme que mon corps, euh, au rythme auquel mon corps décide d'aller. C'est beau, j'aime Ouais. bien ce beau message de fin. Je suis sûre que ça résonnera. Je suis sûre que ton parcours va résonner. Merci vraiment du fond du cœur de partager tout ça parce que bah, ça va aider, c'est sûr. Donc moi, je suis toujours trop contente. Et merci bah, d'avoir accepté l'invitation. Justement, où est-ce qu'on peut te retrouver bah, si les personnes ont envie de se faire accompagner par toi, d'en savoir plus sur toi? Dis-nous tout. Ouais. Alors du coup, mon compte Instagram s'appelle Guérison des femmes. Et puis mon nom, c'est Camille Viennet, Vie2Net. Et mon site, c'est camilleviennet.ch parce que je suis en Suisse. Mais il y a des choses qu'on peut faire par Zoom. Donc, même j'ai des personnes qui sont en France, au Canada. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous avez envie sur mon site. Et du coup, merci beaucoup Flamendra. Vraiment, je suis très touchée, reconnaissante et honorée d'être là. Vraiment. Et merci pour ce que tu fais, pour toute l'énergie que tu déploies pour, euh, pour casser le tabou et rendre visible ces problématiques des TCA. C'est vraiment précieux. Bah, merci, ça me touche. Et ça compte pour moi. De toute façon, je mettrai tous tes liens dans la barre de description, j'allais dire de la vidéo, mais oui, ce sera sur YouTube et en podcast, enfin, vous retrouverez. Euh, et puis, bah, en tout cas, moi, je suis sûre que ça va apporter de la valeur, c'est une certitude. On vous embrasse, on vous souhaite une bonne journée à tous. Et moi, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode du podcast Savoure la vie.